je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Tous les mois, c'est envoyé. Ah, t'as vu ce mec? Je fais, vas-y, il va m'en faire le malin quand j'achète le sac. Et là, ding, je me dis, putain, l'enfoiré. En fait, c'est une stratégie marketing. S'il y a bien un endroit où on peut prendre de l'impôt, pour moi, c'est à la succession, parce que c'est littéralement taxer des gens qui vont recevoir de l'argent pour lequel ils n'ont jamais travaillé. Salut la team, j'espère que vous allez bien, c'est Sébastien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va réagir ensemble à des TikTok. Et aujourd'hui dans cette vidéo on va réagir au TikTok de Monsieur Yomi Denzel. Vous avez déjà forcément vu passer du coup sur TikTok, sur Instagram ou quoi que ce soit. Il y a pas mal de ces TikTok qui sont repris de ces interviews sans permission avec Oussama Hamar. Donc j'ai demandé à mon équipe de me sélectionner à peu près une dizaine de ces pires TikTok entre guillemets, enfin les TikTok qui ont été des plus viraux. Je pense qu'il y en aura peut-être dans l'eau que j'aurais déjà vu malgré moi en scrollant sur TikTok parce que ça m'arrive aussi de scroller sur TikTok, mais je pense que la plupart je les aurais jamais vus. Donc on va découvrir ça ensemble, on va réagir et ensuite vous pourrez me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on va démarrer tout de suite avec le premier TikTok. Donc je précise, j'ai demandé à mon équipe de trouver des TikTok pas forcément sur l'argent mais dans tous les domaines, parce que dans les différents podcasts de Yomi ils abordent différents sujets, pas uniquement les sujets d'argent à chaque fois, etc. Il peut y avoir des sujets de société, des sujets qui sortent un petit peu de ce qu'on pourrait parler d'habitude sur la chaîne. Donc on va voir tout ça ensemble et je propose qu'on démarre tout de suite avec le premier TikTok. C'est parti. Si je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Ok, bah tu vois, on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec le sujet des femmes et l'argent. Ça va être intéressant. Tous les mois, c'est envoyé. Et si on se divorce, elle aura eu tout l'argent qu'elle aura gagné pendant cette période de temps. Parce que c'est une grosse peur pour énormément de filles qui, en fait, quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps. Elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent, ah, si ça s'arrête, je serai dans la merde. C'est vrai que c'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Ouais. Non, c'est pas normal. C'est intéressant ce qu'il dit Yomi, Je suis pas forcément d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Il a dit que pour lui, quand il était dans une relation avec une femme, il voulait lui verser une somme d'argent tous les mois, etc. Moi, j'ai vraiment du mal avec ce concept. Alors, je suis assez d'accord avec lui et moi-même, j'ai une vision qui est assez traditionnelle, mariage ou pas mariage, mais du couple de façon générale. Pour moi, l'homme et la femme sont complémentaires. Et c'est vrai que moi-même, si un jour je trouve une femme et que je veux fonder un foyer, des enfants, etc., je préférerais que ma femme s'occupe de mes enfants, de les élever, d'être proche d'eux, parce que je trouve qu'elle a le rôle parfait pour ça. La place de la femme, c'est la cuisine. Et moi qui suis dans le business, moi qui ai mes entreprises et qui suis bon là-dedans, pour moi ma responsabilité c'est de sécuriser mon foyer, que ce soit sur l'argent, de façon générale sécuriser mon foyer. Pour moi je pourrais imprégner ce rôle. La femme elle a vraiment le rôle où elle va s'occuper des enfants et elle a pas forcément le temps elle de gérer une carrière. Après si elle veut le faire, elle le fera, mais je pense que par la force des choses, moi-même je serais pas amené à rencontrer une femme qui est carriériste parce que du coup ça colle pas avec mes valeurs. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord avec la façon de faire de Yomi, c'est de envoyer une somme d'argent à ta femme tous les mois. En fait j'ai vraiment du mal avec ce concept d'envoyer de l'argent et que ta femme reçoit de l'argent gratuit comme ça. J'ai jamais fonctionné comme ça, même quand j'étais plus petit, tu vois. Je veux dire, mes parents, j'ai jamais eu d'argent de poche, tu vois. Donc là c'est relation enfant-parent, c'est encore différent, mais j'ai jamais été pour avoir de l'argent de poche parce que tout ce qui est argent magique, argent gratuit, les allocations et tout c'est pareil, Enfin là c'est encore un autre sujet, on va s'égarer, mais tout ce qui est argent gratuit, argent de poche, donner de l'argent à sa femme comme ça pour rien, allocation, les aides et tout, j'ai jamais été trop pour ça. Alors ça peut aider des gens, etc. Mais pour moi c'est pas ouf. Je suis plutôt dans une école où si je fais un foyer avec une femme, etc., que je sais que c'est une femme avec qui je veux fonder un foyer, que tout se passe bien, si elle me demande quelque chose, je lui refuserai rien, tu vois. Elle a besoin de ça, vas-y, je te le paye, t'as besoin de ça, je te le paye, t'as besoin d'une somme d'argent pour faire ceci, cela, y a pas de souci, tu vois. Par contre, envoyer de l'argent comme ça gratuit, je suis pas trop dans ce délire là. Et après, j'ai pas compris où il voulait en venir Yomi, je pense que je vais remettre le TikTok parce que à la fin il parlait éventuellement de séparation et tout. Et en fait, quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps, elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais Ça je suis d'accord avec lui. elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent, ah, si ça s'arrête, je serai dans la merde. C'est vrai que c'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Ouais. Non, c'est pas normal. Ouais, je sais, j'ai pas trop compris là où il voulait en venir sur la fin, s'il parlait de lui reverser aussi de l'argent en cas de divorce, etc. Moi là-dessus je suis formel, c'est mort. Si la relation est terminée, il y a pas de il y a pas de je t'envoie de l'argent ou il y a pas de pension ou quoi que ce soit. Si c'est fini, c'est fini. Mon argent, c'est mon argent. Quand on est à deux,
deux, tu peux en profiter parce que bah on est à deux. Quand on n'est plus à deux, c'est terminé. Donc ça là-dessus, j'ai pas forcément compris si Yomi parlait de ça ou pas. Après, verser de l'argent à ta femme pendant la période de temps où t'es en couple avec elle, moi perso, c'est pas un truc que je ferais encore une fois, même si ça revient au même, puisque indirectement, ma femme bénéficiera de l'argent que j'ai. Mais le faire comme Yomi l'explique dans cette vidéo-là, je suis pas forcément de cette école-là non plus. Enfin bref. On va passer au TikTok suivant, c'est parti. Il explique que la plupart des gars qui veulent choper des meufs, ils vont en boîte, ils courent après les meufs, etc. Lui s'est dit non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devenir riche et après l'argent je vais l'utiliser pour me mettre dans des environnements qui vont faciliter le rapprochement avec des filles. Et donc il a mis en place tout un setup pour pouvoir entrer en contact avec des filles. Il a une fille qui travaille pour lui, il va aller contacter plein de filles sur Instagram qui répondent voilà à ce qu'ils kiffent et il les invite genre à passer des vacances et tout. Et c'est trop drôle, cette meuf elle a contacté une de mes ex. C'est trop marrant. Et ensuite ben voilà, il est en vacances avec 20 filles qui lui plaisent et il y a forcément une qui va le kiffer. Ouais, bon. J'ai un doute, hein. Il les invite pour passer des vacances et dans le lot, il y en a une qui lui plaît. Ouais, bon. Faut remettre des choses dans le contexte. Déjà, Dan Bilzerian, bon, je le connais pas personnellement, mais je me suis déjà documenté un peu sur sa vie, etc. A priori, il vient d'une famille riche. Apparemment, son père était multimillionnaire, voire milliardaire. Il était dans la sécurité, il était dans l'armée, etc. Il me semble. Donc, Dan Bilzerian, il n'y a pas du tout une stratégie où il s'est dit, je vais d'abord faire mon argent et ensuite les filles viendront à moi. Je pense qu'il a toujours eu de l'argent et même si aujourd'hui il a une affaire avec Ignite, machin, qui marche très bien, etc. C'est archi pas un mec self-made et c'est archi pas dans une stratégie de je fais mon argent et maintenant les femmes sont à mes pieds parce que j'ai fait mon argent. Je pense surtout qu'il a toujours eu de l'argent, que les femmes qu'on voit tout le temps dans ses vidéos, dans ses photos, c'est tous des escortes, pour dire les termes. En aucun cas c'est ouais, je vous invite, on passe des vacances. Donc là-dessus, je pense que les choses, faut qu'elles soient claires, c'est archi pas ce truc-là. Après, Dan Bilzerian, même moi, je veux dire, à l'époque, quand j'étais un petit cuck, je voyais Dan Bilzerian, j'étais en mode ah putain trop bien cette vie, etc. Mais je pense clairement, enfin c'est de la communication, tu vois. Après, il y a un truc où moi je suis d'accord avec Yomi dans ce TikTok-là, et ça c'est un truc que je peux partager à tous les hommes qui me suivent. Ne tombez pas dans le vice des femmes tant que vous n'avez pas fait le taf, vous, dans votre vie à vous. Essayez de devenir des hommes de haute valeur, ça passe par différents piliers, on en a déjà parlé, ça passe par l'argent, la santé, l'influence, etc. Et ensuite, c'est vrai que ça je suis d'accord, les femmes vont venir à vous. Quand tu vas devenir quelqu'un de haute valeur, qui a de l'argent, qui a de l'influence, qui a fait des choses dans sa vie, qui a des ambitions, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui est en bonne santé, etc. C'est attirant et ça attire les femmes. Et je pense que quand t'es un homme, si aujourd'hui t'as la vingtaine, tu regardes cette vidéo, pour l'instant mets les femmes de côté, bâtis-toi toi-même et c'est vrai qu'après par la suite les femmes vont venir à toi. Donc ça là-dessus je suis d'accord. Par contre l'histoire de Dan Bilzerian, bon, à d'autres. Allez, on passe au TikTok suivant. T'as des exemples de stratégie marketing qui fonctionnent très bien? J'en ai une qui est incroyable et on me l'a fait en fait et j'ai failli tomber dans le piège. J'étais à Barcelone, c'était la première année où je commençais à vraiment gagner de l'argent avec mes business en ligne. Et avant de partir, je passe dans un magasin Gucci, je commence à regarder les vêtements, etc. Je suis avec mon frère, pas super bien habillé, j'avais pas trop l'habitude d'acheter du luxe à l'époque. Et je demande à voir un sac que je trouvais stylé et le vendeur il me dit non. Là, attends, j'ai juste envie de voir le sac. Il fait, ouais non mais vous allez pas essayer le sac si vous allez pas l'acheter. Et je me souviens à l'époque j'avais une Rolex. Ouais. J'étais là mais attends il fout de ma gueule quoi. Je dis non mais j'ai envie de voir le sac. Et il fait abusé tu vois. Et genre il me donne le sac, je le prends. Ça me fume n'empêche. Ouais mais j'avais une Rolex, putain je peux avoir le sac. Ah je déteste ça putain. Je suis là putain et je regarde mon frère, je fais ah, t'as vu ce mec? Je fais vas-y il va m'en faire le malin quand j'achète le sac. Et là, ding, je me dis putain, l'enfoiré. En fait, c'est une stratégie marketing où il te respecte pas pour te donner envie de prouver que t'as le droit d'être dans la boutique et du coup te forcer à acheter un truc dont t'as pas vraiment besoin. Et la même stratégie est utilisée par les boîtes de nuit où on va mal te parler, on va pas te respecter quand tu... Ouais, ça les gars, c'est vraiment un truc que je déteste dans le milieu du luxe, etc. C'est vraiment ce truc de, tu sais, juger un peu les gens sur leur capacité à pouvoir acheter tel ou tel truc, tu vois. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo où je présente ma première Rolex. Parler de l'anecdote au bout d'un moment où je me suis senti vraiment jugé la première fois où je suis allé l'acheter parce que bah ça se voyait que j'étais pas forcément quelqu'un qui vivait dans le luxe, tu vois. Pourtant j'avais largement l'argent pour acheter la Rolex puisque d'ailleurs je l'ai acheté ensuite 2 fois plus cher qu'au prix boutique sur le marché gris. Mais c'est vrai que j'ai ressenti ce truc là dans plusieurs moments de ma vie, que ce soit dans une histoire, mais les histoires comme Yomi raconte dans des boutiques de luxe genre Gucci et tout, ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois. Après moi je suis pas un mec qui consomme énormément d'habits de luxe, mais ça m'est déjà arrivé de rentrer dans un magasin Louis Vuitton et de ressentir ce truc un peu où tu te sens un petit peu jugé. Et je pense que c'est vraiment dans une stratégie marketing comme il le dit, je sais pas vraiment si c'est le cas, mais
je pense que ça l'est. Et c'est vraiment un truc que je déteste dans le milieu un petit peu des riches, etc. Dans le milieu des articles de luxe. Même dans les boîtes de nuit, c'est un peu pareil, tu vois. Pourquoi il y a des cérémonies quand un mec prend un pack avec toutes les tailles, c'est clairement pour aller chauffer un peu la table d'à côté et leur dire, t'as vu, nous on a pris les meilleures bouteilles, on est plus riches, est-ce que tu peux faire mieux, tu vois. Et ça chauffe l'ego des gens et après t'es en mode, vas-y, faut que je fasse mieux. Et c'est du marketing, mais c'est vraiment un truc, moi je suis pas familier avec ça. Enfin, je suis un mec, moi je viens d'en bas comme la plupart d'entre nous. J'ai beau avoir de l'argent ou quoi que ce soit, ça reste des codes qui me parlent pas trop. Et ça peut m'arriver d'acheter des trucs de luxe ou de me prêter un petit peu à ce jeu-là parce qu'au bout d'un moment tu pètes un peu un plomb et t'as envie de déconner. Mais je déteste ça, je trouve ça malsain de ouf. Et je trouve ça nul à chier, c'est vraiment un truc que je déteste. Et dans le marché de l'automobile, je trouve que c'est exactement la même chose. Et en plus, je fais souvent le parallèle entre le marché de l'automobile de luxe et le marché des achats de montres de luxe. Parce que je trouve que c'est les mêmes codes, là, c'est les mêmes trucs de rat, là, de juger à la tête du client et tout. Mais tu vas aller, par exemple, chez Porsche, tu vas y aller mal habillé, avec une voiture lambda, etc. Je pense que les mecs, ils te donnent pas l'heure, tu vois. Et dans le marché des montres, en tout cas, c'est pareil. Et c'est vraiment des codes que... Enfin voilà, moi je sais pas, ça me parle pas du tout, j'aime pas ce truc là. Et ça se ressent beaucoup. Donc là-dessus, je suis d'accord avec Yomi, et c'est vrai que pour le coup, est-ce que c'est vraiment une stratégie marketing ou est-ce que c'est vraiment des codes qui sont appliqués dans ce marché là? Je sais pas. Mais si c'est une stratégie marketing, même si ça marche, je trouve que ça pue la merde. Je dis clairement... Donc là-dessus, ça c'est clair. Allez, on passe au TikTok suivant. Je sais pas si t'as vu, il y avait des vidéos de mecs au lycée aux États-Unis, genre dans les années 70, on dirait l'armée. Ils sont en salle de sport, ils sont ils font des tractions comme ça, ils crient, y a pas un seul mec qui est en surpoids, ils sont ultra déter. Le coach il fait des speeches motivationnels aux US, c'est des tueurs. Et après, il y a le switch à l'école maintenant où tout le monde en surpoids, personne motivé, la prof avec les cheveux bleus, tu vois, la décadence. Non mais je pense qu'à nouveau, là on est un peu en train de projeter nos valeurs et notre manière de penser sur la société. Moi je suis pas pour forcément que l'école, on soit là en train de réciter des valeurs méritocratiques. Ce que je pense qu'il faudrait faire, c'est de donner plus de choix, typiquement pour les gens qui en ont envie, qu'il y ait des cours de dev perso ou d'entrepreneuriat très tôt, et qu'on ait plus de flexibilité et que les gens puissent s'orienter dans les parcours qu'ils veulent. Ouais, alors ça c'est un truc, faut faire hyper attention parce que c'est très facile de faire passer un message avec des vidéos en les sortant de leur contexte. Je pense que aujourd'hui, si on voulait faire une vidéo en montrant l'inverse de ce qu'a dit Yomi, on pourrait le faire. Tu vas prendre une école par exemple où les mecs, j'en sais rien, c'est sport-études ou j'en sais rien, des mecs qui sont tous baraques, ils sont dans des études de sport, etc. C'est leur truc. Tu fais une vidéo de ça, tu mets genre ouais 2023 les mecs sont baraques et tu peux reprendre des vidéos aussi dans les archives des années 80 d'une école lambda où t'as des mecs qui sont pas forcément hyper sportifs et tu peux dire par exemple regardez aujourd'hui en 2023 les jeunes sont plus sportifs que les jeunes de l'époque. En fait c'est très facile de faire parler des trucs. Après je pense qu'il y a quand même raison dans le fond, j'ai quand même l'impression que les jeunes étaient plus sportifs, étaient plus performants aussi à l'école, comme on dit à l'ancienne école, tu vois, parce que bah avant j'ai l'impression que c'était plus strict, etc. Après moi j'étais pas né dans ces années là donc je peux pas savoir, mais j'ai quand même l'impression que il y avait plus de discipline, plus de rigueur, il y avait plus de valeurs qui étaient enseignées dans l'école à l'époque qu'aujourd'hui. Et je pense d'ailleurs que ça ferait pas de mal que tout le système un petit peu de l'école soit réformé et que le sport devienne un pilier de l'éducation. Parce que tu sais aujourd'hui tu fais quoi? Tu fais 2 heures de PS par semaine, la moitié des filles veulent pas y aller en cours, enfin voilà, je connais, j'ai vécu ça aussi. Et le sport qu'on faisait, vas-y le programme c'était quoi? C'était acro-gym, enfin merci. Donc il devrait vraiment, je trouve en tout cas après maintenant, enfin moi je m'en fous, c'est plus mon problème, moi je fais mon sport tous les jours etc, je suis discipliné, je fais mon truc et je pense qu'à ma gueule, mais je pense que pour les jeunes, ça serait important quand même que tout ce système là soit un peu réformé avec du sport tous les jours, tous les matins ou un matin sur 2 tu vois, et après les activités intellectuelles, donc les cours genre les maths, le français, la géo et tout, le placer l'après-midi. Parce que le sport, ça t'enseigne des valeurs, ça t'enseigne déjà d'une part la discipline, ça t'enseigne le goût de l'effort, ça te garde en forme en plus de ça, enfin c'est hyper important. C'est hyper important. Donc c'est vrai que là-dessus je rejoins Yomi, c'est hyper important. Enfin bref, je pense pas que c'est demain la veille que tout ça va changer, en tout cas dans ce sens-là. C'est très décevant pour toutes les jeunes générations qui arrivent, mais malheureusement c'est comme ça. Maintenant moi, si à mon échelle, je peux partager ça à un maximum de jeunes qui regarderaient la chaîne, bah sachez-le, le sport c'est hyper important. Et ça a des conséquences dans tes résultats dans le business. Ça veut pas dire que si tu fais pas de sport, tu vas pas avoir de résultats dans le business, mais c'est très corrélé parce que bah, tu vas avoir un mental qui est en
bonne santé, tu vas avoir aussi un corps qui est en bonne santé et tu vas avoir une énergie qui sera différente de ceux qui n'iraient pas au sport. Et en plus de ça, ça va t'apprendre les valeurs de l'effort, les valeurs de persévérance qui sont importantes dans le business. Bref, ceci étant dit, on passe au TikTok suivant. C'est parti. Tu trouves pas que c'est injuste que typiquement tes enfants, donc déjà ils naissent avec une plus grande aisance financière, Aïe aïe aïe, on part sur le sujet des impôts. une meilleure éducation, et en plus après tu vas leur donner tout ton argent et tu voudrais que cet argent-là il soit pas taxé. Tu trouves pas que c'est injuste vs quelqu'un qui naît dans une famille pauvre, qui a une éducation de merde, situation difficile? Parce que moi je suis pour la méritocratie, donc je suis pour que tu sois récompensé par ton travail, mais que tes enfants ils aient eu la chance de naître dans ta famille, c'est juste de la chance. Et donc du coup, si on doit prendre de l'impôt, parce que c'est ça qui est important à chaque fois qu'on parle, les gens ils sont là, ah mais j'ai travaillé pour ça. Oui, moi ce que je suis en train de dire, s'il y a bien un endroit où on peut prendre de l'impôt, pour moi c'est à la succession, parce que c'est littéralement taxer des gens qui vont recevoir de l'argent pour lequel ils n'ont jamais travaillé et qui ont déjà eu de la chance de naître dans une famille riche de base. Alors ça c'est hyper intéressant. J'étais tombé une fois sur Yomi qui parlait de ce sujet-là. Je crois pas que c'est dans cette interview-là, mais dans une autre où il parlait de l'impôt sur les successions. Et j'y avais jamais vraiment réfléchi parce que j'ai jamais été vraiment concerné. Et c'est vrai que depuis ce moment-là, j'ai repensé un peu à ce sujet-là et je me suis dit que c'est vrai que ça ferait peut-être pas de mal finalement que les cartes soient redistribuées à chaque fois qu'il y a une naissance, tu vois, parce que moi il y a vraiment un type de personne que je déteste, c'est vraiment mon ennemi généralement dans la société, c'est clairement les bobos, c'est clairement les bourgeois, tu vois, le petit bourgeois parisien de merde là, tu vois, parce que les mecs qui sont comme ça, qui ont tout avec une cuillère en argent dans la bouche, qui a tout qui arrive sur un plateau, ça les emmène déjà à avoir des pensées qui sont décorrélées de la réalité, tu vois, tous les délires de bobos là, d'écologie, de LGBT, etc. C'est des problèmes de bobos. Je veux dire, quand tu démarres de zéro, que dans la pyramide de Maslow, t'es tout en bas, tes besoins primaires, c'est de te nourrir, c'est d'avoir un toit, c'est de gagner ton argent. Et c'est pas, il faut supprimer les voitures à moteur parce que ça pollue, il faut prendre le vélo, machin, ou je me sens pas bien dans mon genre, il faut que je change de sexe, machin. Je suis désolé, ça c'est des problèmes de bobo. Et c'est vrai que si tout le monde repartait de zéro à chaque fois qu'il y a une naissance, peut-être que le monde se porterait un petit peu mieux parce qu'on aurait tous les mêmes problèmes finalement au départ. Alors après, il y a toujours des inégalités, hein, et de toute façon le monde ne sera jamais vraiment égal de manière générale. Tu peux pas prendre toute la succession d'une famille à 100% et faire redémarrer ses enfants à zéro. Ça c'est quelque chose qui est, je pense, impossible à faire. Mais c'est vrai que globalement, l'idée d'enlever par exemple des impôts durant ta période de vie, enfin durant la période où tu es actif, donc enlever par exemple les impôts sur les salaires, enlever des impôts éventuellement sur les sociétés, enlever peut-être la TVA, enfin tous les impôts que tu payes quand tu es actif et mettre une grosse imposition sur la succession, ça pourrait peut-être faire changer un petit peu tout ce mood-là. Après, il y a un deuxième truc où je pense que ça pourrait être très bénéfique d'avoir un impôt énorme sur les successions, c'est que toi, dans ta vie personnelle, si tu sais que quand tu vas clamser, on va te prendre la majorité de ton argent et que tes enfants vont pas forcément hériter de grand chose, peut-être que tu vas complètement revoir ta façon de voir la vie et de dépenser ton argent. Peut-être que tu vas dépenser plus dans certaines choses, que tu vas voyager plus. Et déjà, en plus de ça, ton argent va être réinjecté plus vite dans l'économie. Enfin, tu sais, l'argent qui dort sur des comptes, ça apporte rien. Dans l'économie, de manière générale, ça apporte rien au monde. Et c'est vrai que les gens, s'ils savaient qu'à la fin de leur vie, leur argent, il partirait entre guillemets à la poubelle, enfin, il partirait dans les poches de l'État, je pense que les gens, ils reverraient clairement la façon dont ils dépenseraient leur argent. Et c'est vrai que globalement, troisième raison aussi qui ferait que l'impôt sur les successions, ça serait quelque chose d'hyper intéressant. Tu vois, moi je vois souvent le monde comme un grand jeu de rôle, tu vois, comme un grand Monopoly. Et c'est vrai que toi, quand t'arrives dans le jeu, que t'es jeune et que t'as des gens qui ont déjà toutes les ressources, qui sont à un niveau, qui sont niveau 100, toi t'es niveau 1, le monde est comme ça, le monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Tu vois, et on sait qu'il y a des inégalités, mais c'est vrai que c'est pas ouf. Tu vois, t'as beaucoup plus de travail à faire de ton côté pour essayer d'atteindre le niveau 100 quand toi t'arrives au niveau 1 et que t'as déjà des mecs qui sont au niveau 100. Donc c'est vrai que finalement, je pensais à ça l'autre fois, mais ça pourrait être une bonne chose d'enlever un maximum d'impôts sur les revenus des personnes actives, donc revenus sur les salaires, les dividendes, etc. Et à la fin de ta vie, un gros impôt sur les successions. Comme ça, au moins, tu aurais plus de pouvoir d'achat, tu pourrais plus dépenser ton argent, et vu que tu sais que ton argent, il va être pris à la fin de ta vie, tu dépenserais tout, en fait, et de l'argent, il circulerait beaucoup plus dans l'économie. Après, peut-être que j'ai une façon de penser un peu naïve, et que voilà, je prends pas forcément tous les facteurs de l'économie. Là, c'est juste une réflexion à titre personnel, tu vois, mais c'est vrai que je pense que ça serait pas mal, plutôt que de taxer tout le temps les gens sur leurs revenus, et en plus de ça, ils sont quand même taxés un petit peu sur les successions. Donc bref, c'est une réflexion, mais je pense que c'est intéressant, et c'est un sujet qui est vachement intéressant. Allez, on passe au TikTok suivant. Je trouve abusé à quel point tout le monde comprend le concept de force physique, mais personne comprend le concept de force mentale. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui peinent à faire de la méditation. En fait, faire de la méditation, c'est comme faire du gainage. Faire du gainage, tu restes dans ta position, ça brûle, etc. C'est dur, mais tu restes concentré, tu continues. Bien la méditation, tu te poses, tu fais rien. Et en fait, le challenge, c'est pas de rester plus longtemps sans bouger, c'est de rester le plus
longtemps sans partir dans ces pensées. C'est normal, tu vas foirer, tu vas partir dans une pensée. Ensuite, le but, c'est de t'en rendre compte le plus rapidement possible et de recommencer. Le truc, c'est que dans notre société, on entraîne peut-être la force physique, mais on n'entraîne jamais la force mentale. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils arrivent peut-être à faire la planche pendant 2 minutes, mais ils arrivent pas à méditer pendant 5 secondes. Et imagine-toi la faiblesse mentale que t'as si t'es même pas capable de contrôler ton cerveau pendant 5 secondes. Si t'es H24 en train de suivre tes impulsions et les moindres pensées que t'as dans ton cerveau, au final, t'es un esclave de celle-ci, t'es un espèce de bébé qui suit bêtement un papillon et c'est la meilleure manière de foirer ta vie. Du coup, les amis, méditez. Ouais, là franchement je suis assez d'accord avec lui. Après les gars, je vous le dis, tout ce qui est méditation, développer sa spiritualité, travailler là-dessus, tout ça, encore une fois on en revient à la pyramide de Maslow, hein, mais ça c'est des trucs que tu fais quand t'as passé certains problèmes. Tu vois que voilà, t'as des business, t'as bossé sur voilà, trouver des solutions pour faire de l'argent, t'as un toit, t'as plus de problèmes pour avoir à manger tous les mois, etc. Enfin, tu montes petit à petit dans la pyramide de Maslow. Enfin, de la spiritualité, développement perso, etc. C'est un truc sur lequel j'ai commencé à bosser il y a à peu près 1 an. Et bah, du coup je suis d'accord avec lui sur le fait que c'est hyper important et que c'est super dur. Vous vous rendez pas compte à quel point notre cerveau, comme il dit, on est esclave pour la plupart de nos émotions et de nos pensées. La première fois que j'ai essayé de méditer, je me suis rendu compte que j'étais vraiment esclave de mes pensées. Mais j'ai bossé un peu là-dessus. À l'époque, par exemple, je pouvais pas ne pas laisser ma télé allumée dans mon salon. C'est un truc tout con, mais je détestais les moments de silence. Alors que c'est grave quand même d'en arriver là. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai même plus de télé. Enfin, j'ai une télé parce que mon appartement est meublé qu'une télé, mais je l'allume jamais. Et j'apprécie maintenant les moments de silence. J'ai plein de trucs tout cons comme ça, hein, mais j'ai supprimé plein d'applications sur lesquelles j'avais des notifs. Aujourd'hui d'ailleurs, je reçois plus aucune notification. Sur mon téléphone, j'ai juste une liste d'applications sur lesquelles je sais que je dois aller tous les jours parce que j'en ai besoin pour le business. Mais tout ce qui va être notification push avec les petits numéros là sur l'application où tu vois que t'as 12 notifs en attente, etc. Ça c'est le cancer les gars, et ça faut les enlever à tout prix. Et ça je les ai enlevés sur mon téléphone. Autre truc aussi également, c'est les mails les gars. Les mails c'est un enfer, ça te prend la tête, et des mails tu peux en recevoir autant à 6h du mat qu'à 23h. Donc en fait si t'es habitué à regarder tes mails, tu vas être esclave tout le temps de ton téléphone ou de ton ordi et tu déconnectes jamais. Donc un conseil aussi que je peux vous donner, c'est de vous désinscrire déjà de tous les mails de promo, etc. qui vous servent pas. Vous gardez uniquement les personnes ou les sociétés avec lesquelles vous voulez rester en contact, et le reste vous vous désabonnez. Et en plus de ça, durant les moments de deep work, vous mettez tout ça en mode avion. Ensuite, quand vous êtes dans des moments où vous êtes avec votre famille, etc., vous coupez aussi ça en mode avion et tu t'accordes du temps, par exemple 1 heure le matin, 1 heure le soir, enfin même pas besoin d'1 heure, hein, mais une demi-heure le matin, une demi-heure le soir pour regarder tes mails. Et une fois que tu les as traités, que tu les as finis, que tu as tout trié, etc., tu fermes, tu remets ça en mode avion ou tu fermes l'application et tu vas plus dessus. Et ça te permet de pouvoir un peu mettre un peu de clarté dans ton esprit, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à tout ça, pour revenir un peu au sujet de base du TikTok, c'est que la méditation, ça reste quelque chose de super important pour travailler un petit peu son mindset, travailler un peu son esprit et réussir à faire un petit peu le vide et un petit peu prendre le dessus sur tes émotions. Mais encore une fois, ça pour moi, entre guillemets, c'est des problématiques de riches, entre guillemets, parce que tout ça, tu vas t'y attaquer une fois que tu montes dans la pyramide de Maslow. Donc, on enchaîne sur le prochain TikTok. C'est parti. Moi, je suis ultra économe. Au moins, je dépense au mieux je C'est me que je pense que c'est une erreur. Pourquoi En fait, j'avais le même état d'esprit. Toute mon adolescence, toute mon enfance, j'étais méga économe. J'économisais le moins de centimes. Et en fait, je me suis gâché la vie pendant la plupart de ma jeunesse, alors que c'était mes meilleures années, pour économiser quelques centaines d'euros. Et aujourd'hui, ces centaines d'euros, je les fais en quelques heures. Donc, tous ces efforts, au final, ont servi à rien. Si t'es confiant que dans le futur, tu vas travailler, tu vas faire en sorte de gagner beaucoup d'argent, ça sert à rien d'économiser le moindre centime quand t'es plus jeune. Après, faut mettre de... Ouais, faut faire attention avec ça quand même, parce que si aujourd'hui t'es un gars qui a pas de business, qui a rien, ne justifie pas la moindre dépense. Enfin, si tu gagnes le SMIC, ne justifie pas le fait de dépenser 1200 € dans le dernier iPhone 15 qui vient de sortir en te disant ouais mais je sais que l'année prochaine je vais bosser dur et je vais devenir millionnaire, parce que là tu vas vite redescendre de ton nuage, je le dis direct. Donc ça c'est à prendre avec des pincettes. T'as argent de côté pour pouvoir investir, mais je pense que ça sert à rien d'être dans l'abus. Et c'est bon, tu peux aller faire Starbucks, tu peux te payer une bière une fois en boîte. Si vraiment ton objectif c'est d'être millionnaire, c'est pas ça qui va faire la Ouais, évidemment, ce genre de trucs, évidemment. Mais encore une fois, les gars, ça c'est du coup le sujet des dépenses, enfin des finances personnelles. C'est hyper important que vous ayez des ratios en fait à mettre en place. Et ça, je vous en parle souvent. Quand tu vas gagner de l'argent, il faut que tu fasses un bilan tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans. Mais je pense que le mieux c'est de le faire tous les mois. Et tu vas te fixer une somme, un pourcentage que tu vas dire, voilà, cette somme-là, c'est pour dépenser. Admettons 10% du bénéfice net que tu as fait durant le mois dernier. Tu te dis je prends 10% de mes bénéfices nets et ça je les mets sur un compte bancaire et ça c'est fait pour dépenser. Il faut qu'à la fin du mois j'ai tout dépensé.
Tu vois, moi mentalement tu te dis c'est ok, je peux y aller, tu vois. Et si t'as fait par exemple un mois à 10 000 euros de bénéf, bah voilà, ça va représenter que entre guillemets 1000 euros. Mais avec 1000 euros, tu peux déjà faire quelques bons restos, tu peux te faire plaisir, prendre un billet d'avion ou faire 2-3 trucs, tu vois. Et ce qui est bien aussi, c'est que par exemple, si tu veux te fixer comme objectif d'avoir un budget de dépenses plaisir de 10 000 euros par mois, ce qui est déjà assez élevé, et ben si tu te gardes cette règle des 10% de tes bénéfices qui est consacrée à ça, bah tu te dis ok, ça veut dire que je vais faire un mois à 100 000 euros de bénéf. Et là au moins ça te fait monter tes objectifs, ça te fait du coup mettre en place dans ta tête un système où tu as des objectifs qui sont plus hauts et tu vas être plus motivé pour les atteindre et tu vas faire des plus grandes choses, tu vois. Donc ça voilà, c'est hyper important et j'en parle aussi souvent des différentes phases, phase de traversée du désert, phase de croissance et phase de plaisir. Tant que t'es pas dans cette phase de plaisir où tu as un capital suffisant pour pouvoir te faire plaisir, etc. sans compter, ne fais pas non plus des dépenses trop débiles qui vont te freiner, tu vois. La phase de croissance, il faut que tu coffres le plus possible, que tu investisses crypto, immobilier, bourse majoritairement et après pendant ce chemin-là que tu vas faire pendant ta phase de croissance, bien évidemment, il faut que tu dépenses un petit peu avec cette règle des 10% qui est très intéressante, tu vois. Allez, on enchaîne sur le prochain TikTok. C'est parti. En Suisse, le SMIC, il est à 4 000 euros, c'est ça? Il n'y a pas de SMIC en Suisse. Enfin, Mais oui, la personne également 4000, allez, 3005. Ok, 3005. Et avec 3005, tu vis mieux qu'avec 1200 euros en France? Même chose. Ah bon? Ouais, peut-être un peu mieux, mais pas de ouf. Tout est tellement cher en Suisse, les gens se rendent pas compte. T'as l'assurance maladie qui est super chère. Ouais les gars, la Suisse c'est abusé. Hein. T'as le loyer qui est super cher, t'as les charges, le téléphone qui est super cher. En Suisse, t'as pas un abonnement de téléphone pour... Allez, tu dois avoir des offres et tout, mais en général, tu payes plus de 60 balles par mois pour ton abonnement de téléphone. Moi, j'ai mon abonnement, tu payes 200 balles par mois. C'est pas free où t'as un truc à 20 balles. Et c'est ça pour plein de choses, le prix. Ah, de ouf les gars, mais je pense qu'il y en a plein qui se rendent pas compte de la chance qu'on a en France. Enfin, moi ça me concerne plus, j'habite plus en France, mais la chance qu'ont les Français sur plein de points. Hein. Déjà, on va pas parler de toutes les aides et toutes les assistances pour, pour les assistés qui peuvent exister en France, mais même sur les prix, sur les offres, etc. C'est vrai que l'histoire de Free là qui fait un forfait à 2 euros et un forfait à 15 euros par mois là avec internet, c'est une dinguerie. Hein. Tu vas aux États-Unis, tu vas à Dubaï, tu vas en Suisse, les forfaits de téléphone, c'est pas ça du tout. Hein. C'est plus, comme disait Yomi, dans les minimum 60 balles par mois, voire 100 euros par mois, c'est un classique. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que la Suisse, pour le coup, c'est abusément cher. Et pour le coup, même les personnes qui sont très riches vont te dire que la Suisse, c'est très cher. Et ça m'a d'ailleurs choqué. La dernière fois que je suis allé en Suisse, j'étais à Zurich. D'ailleurs, c'est la fois où j'ai fait la vidéo sur ma chaîne YouTube 24 heures dans ma vie. J'étais à Zurich, donc j'étais à l'hôtel. Et il y a un soir, j'étais au lounge à cigares avec 2-3 potes. Et on a commencé à sympathiser avec une table à côté. C'était des businessmen qui étaient ici, des mecs d'Europe de l'Est, qui vivaient en Suisse et qui avaient travaillé à Paris juste avant. D'ailleurs, petite parenthèse, comme quoi créer du réseau, ça se provoque aussi, tu vois. Si tu squattes tous les soirs au PMU du coin à boire des bières, tu vas jamais rencontrer des mecs qui sont smart et des mecs qui font des millions. Par contre, si t'es là, que t'es dans un bel hôtel, que tu fumes un bon cigare avec des personnes de haute valeur, là t'as plus de chance. Bref, fermeture de la parenthèse. On commence à parler un peu avec ces mecs là et les mecs nous expliquaient que voilà, ils avaient des business, qu'ils gagnaient bien leur vie, etc. Qu'ils avaient bossé quelques années auparavant à Paris et ils nous disaient que par rapport à la Suisse, ils nous disaient là on n'en peut plus en Suisse. Ils disent c'est trop cher. Ils disent tu vas emmener ta femme et ton enfant au resto en Suisse, mais tu claques des additions de fou furieux. Et j'étais choqué parce que moi dans ma tête, Paris c'était déjà l'une des villes, je sais pas si je peux dire la plus chère du monde, mais dans ma tête c'était déjà très très cher Paris, tu vois. Et quand ces mecs là m'ont dit qu'ils avaient qu'une envie, c'était de retourner bosser à Paris pour avoir plus de pouvoir d'achat, j'étais en mode ah ouais putain il se passe vraiment un truc en Suisse. Donc ouais c'est vrai que clairement en Suisse c'est quand même vraiment abusé. Après je vois les commentaires, ça me fait marrer, c'est en mode ouais le mieux c'est d'être frontalier, vivre en Suisse pour les avantages et aller en France. On vous voit bande de petits coquins. Après franchement normal hein. S'il y a une faille comme ça qui existe, je sais pas comment ça se passe mais je pense que ouais il y a beaucoup de frontaliers qui vont bosser en Suisse et qui après vivent en France pour avoir un pouvoir d'achat qui est un peu plus avantageux. Bien évidemment ça doit exister. Mais c'est vrai que globalement la Suisse c'est vraiment pour le coup très très cher. Après c'est un très très beau pays dans lequel il fait bon vivre et pour le coup j'aime beaucoup passer du temps là-bas. Un petit peu moins pour le portefeuille mais pour l'esprit en tout cas et pour l'endroit que c'est, ça vaut le coup. Allez TikTok suivant. Il y a beaucoup de gens quand ils voient le succès de quelqu'un d'autre ils ont de la jalousie. Moi des fois j'ai un petit peu. Il y a certaines personnes, je sais pas pourquoi. En fait je pense que j'ai de la jalousie sur des gens qui réussissent mais qui selon moi méritent pas vraiment de réussir. Tu vois là ça va un peu me saouler. Mais quelqu'un qui réussit et pour qui je trouve qu'il mérite de réussir et ça se transforme en admiration. Et t'en as quelques-uns comme ça. Et typiquement même en France tu vois les youtubeurs genre les Michou, Inoxtag, c'est des gars que je respecte trop. Squeezie, ils sont trop forts. Genre Squeezie, les vues qu'il fait, c'est impressionnant. Hein. J'ai fait le rapport, tu sais, le nombre de vues que tu fais sur YouTube aux US par rapport à la France, et tu fais le ratio au niveau de la population. Et Squeezie, je crois que son ratio il est meilleur que MrBeast en termes de population qui parle anglais et population qui parle français. Ouais, donc ça malheureusement, moi je trouve de mon point de vue que le mérite c'est du bullshit.
Ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a plein de mecs qui vont faire plus d'argent dans leur vie en faisant beaucoup moins d'efforts que d'autres personnes qui vont se tuer à la tâche, qui vont bosser limite 16 heures par jour ou 17 heures par jour et qui vont jamais faire un pesos. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est parce que le monde est cruel et la vie est comme ça. Alors après, il faut distinguer le travail salarié et le travail d'entrepreneur. Tout ce qui va être travail salarié où t'es payé à l'heure, bien évidemment, un mec qui fait plus d'heures, il va plus mériter d'avoir plus d'argent parce qu'il a fait plus d'heures, ça c'est évident. Mais dans le business, il n'y a absolument pas cette règle. Hein, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette notion de mérite dans le business. Parce que, encore une fois, et ça m'est arrivé plein de fois, moi quand je me suis lancé à l'époque et que je passais mes nuits entières, que je passais des nuits blanches à faire mes boutiques SEO, à ajouter mes petits produits là, à faire mes descriptions, etc. Au début, ça payait pas et franchement, je voyais d'autres mecs qui faisaient du marketing d'influence, etc. Ils faisaient plus d'argent. Alors au final, pour moi, ça a payé parce que j'ai persévéré. Peut-être que la persévérance, c'est quelque chose qui pourrait peut-être plus se valoriser, mais le mérite, j'ai un peu du mal avec cette notion parce que quand tu prends un peu de recul, tu te rends compte que, encore une fois, voilà, il y a plein de mecs où ils font de l'argent et quand tu vois leur business model, tu te dis ouais, c'est pas forcément ultra méritant, tu vois, mais ils font quand même de l'argent. Donc je pense que il y a plus un truc dans le business où on va avoir la capacité d'être malin. Tu vois, pour moi, c'est ça qu'il faut avoir. Si tu veux du résultat dans le business, c'est comprendre ça, déjà comprendre qu'il n'y a pas vraiment cette notion de mérite, par contre comprendre qu'il faut être malin, qu'il faut être au bon moment, au bon endroit, qu'il faut être bon dans certains domaines, tu vois, au bon moment, etc. Et ça, c'est ce qui va faire que tu vas avoir des résultats. La bonne relation, tu vois, avec la bonne personne au bon moment, dans tel business qu'il fallait lancer au bon moment, faire le bon move, etc. Ça, c'est beaucoup plus valorisant d'un point de vue business que juste te dire, ok, ouais, mais moi je bosse 20 heures par jour, etc. Si tu bosses 20 heures par jour pendant un mois en mettant en place des stratégies qui sont périmées depuis 10 ans, bah t'as aucun mérite à faire de l'argent parce que t'as pas ce skill d'être malin et de faire le bon move au bon moment. Tu fais des trucs qui sont dépassés et t'as beau avoir passé 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour sur un truc, bah t'es pas forcément méritant à gagner de l'argent parce que bah t'as pas eu ce skill d'être malin, d'être vif, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important à comprendre. Allez, on enchaîne sur le prochain TikTok. Une des grosses déceptions de ma vie, c'est de me rendre compte à quel point les gens ne changent pas. Donc j'ai progressivement abandonné l'idée de changer les gens. Parce que je suis quelqu'un qui adore aider. J'ai beaucoup travaillé sur ma vie et souvent mes potes, mes proches, les membres de ma famille, les gens que j'aime ont des problèmes que j'ai déjà résolus pour moi. Donc je sais exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Je sais ce qu'elle ressent, les blocages qu'elle a, pourquoi elle les change pas, etc. Pendant des heures et des heures, parler avec ces personnes. J'ai essayé d'être compréhensif, leur expliquer. J'ai essayé de faire la carotte et le bâton. J'ai essayé d'être gentil quand ils allaient dans la bonne direction, d'être un peu plus froid quand ils allaient dans la mauvaise. Et malheureusement, je compte sur les doigts d'une main les personnes que j'ai pu vraiment faire changer. Ouais. Bah, de toute façon, les gars, c'est peut-être un peu triste pour certains, hein, mais moi je vous le dis, j'ai appris à devenir égoïste, mais de fou furieux. Alors égoïste, attention, je suis hyper généreux avec les personnes que j'aime, les personnes qui m'ont toujours soutenu depuis le début, etc. Que ce soit sur l'argent, que ce soit dans plein d'autres domaines, je suis hyper généreux, j'adore partager plein de choses, etc. Par contre, de manière générale, je suis égoïste dans le sens où, c'est vrai que moi ça m'est arrivé, et je me reconnais un peu dans ce que Yomi raconte, quand je me suis lancé dans le drop à l'époque, j'en parlais à tous mes potes. Je leur disais, les gars, j'ai trouvé un business model, il faut pas beaucoup d'argent pour se lancer, etc. Je commence à avoir des résultats, si vous voulez, je vous explique, et on fait de l'argent ensemble, on pourra même s'associer, faire des boutiques, machin. À chaque fois, les réactions, c'était en mode, ouais, vas-y, ouais, mais là, ce soir, j'ai pas le temps, vas-y, on voit demain, ou ouais, vas-y, ça a l'air cool, mais vas-y, j'ai pas le temps. Enfin, j'étais bloqué, j'étais en mode, mais les gars, vous êtes sérieux? J'ai trouvé un truc qui peut nous faire gagner des milliers d'euros par mois, on va peut-être pouvoir ne pas rentrer dans le monde du salariat, etc. Enfin, avoir une vie différente, enfin, un truc de ouf. J'avais l'impression d'être en mode, mais il y a que moi qui a compris que c'est puissant ou quoi, tu vois. Et en fait, à vouloir aider tout le monde, ça me ferait des limites parce que je passais mon temps à du coup appeler mes potes en mode, vas-y les gars, vous êtes pas sûr, vous voulez qu'on se lance à deux, vous êtes pas sûr, vous voulez qu'on fasse ceci, cela. Et pour la muscu, c'était pareil. Là, je parle d'autre chose, tu vois, même pas forcément de business. Dans la muscu, c'était pareil. Au début, quand j'allais à la muscu, j'avais un peu la flemme d'aller solo. Quand je me suis lancé dans la muscu à l'époque, et j'arrêtais pas de chauffer mes potes en mode, ouais les gars, vous êtes pas chaud, on va de la muscu, on se fait des trainings, on se motive, on sera gym partner, etc. À chaque fois, les mecs parlaient chinois. Et quand il y a plus, et comme regarde, Ça avait la flemme, c'est jusqu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je dis, tu sais quoi, je vais penser qu'à ma gueule, j'ai envie de changer physiquement, je sais que ça peut m'apporter. Vas-y, je porte mes couilles, je vais à la salle, j'y vais solo. Et je me fais une routine, j'y vais tout le temps, enfin tous les jours, etc., tous les soirs. Et je l'ai fait, et au final, j'ai eu des résultats. 1 an et demi, 2 ans après, quand j'avais pris 20 kilos de muscle, c'était en mode, ah putain, ouais, mais t'es chaud quand même et tout, nanana, ah putain, j'aimerais bien être comme toi. J'étais en mode, vas-y les gars, foutez de ma gueule ou quoi. Donc, je sais pas, c'est un peu des leçons de vie que j'ai eu au fur et à mesure, où à terme, je me suis
suis dit, en fait, la seule solution, c'est d'être putain d'égoïste. Fais tes trucs, fais ton business, fais ta muscu, fais ce que t'as envie de faire, mais arrête de vouloir chauffer tout le monde parce que les gens se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, tu vois. Si aujourd'hui, toi, t'es quelqu'un qui a compris qu'il y avait quelque chose à faire en tel ou tel domaine, si les gens veulent pas te follow, je veux dire, arrête de forcer, tu vois, fais tes trucs, et après, ça viendra quelques années après quand ça aura payé. On enchaîne TikTok suivant et ce sera le dernier TikTok de cette vidéo. On est parti. En réalité, t'as deux mondes. T'as le monde des riches et t'as le monde des pauvres. Et chaque monde ignore l'existence de l'autre monde. La première fois que je suis allé dans une boîte de nuit exclusive à Londres, déjà t'as 80% de filles. C'est presque que des mannequins. La bouteille la moins chère, elle coûte 500 €. Tous les mecs dans la boîte, ils ont une Rolex. J'ai osé parler à personne parce que j'étais pas à ma place. Par la suite, j'ai été habitué à aller dans ce genre d'endroit. Je suis rentré en Suisse et je suis retourné dans une des meilleures boîtes de l'époque pour moi. J'étais là, mais c'est quoi ce truc? La bouteille la plus chère, elle était à 300 €. J'ai reçu 10 compliments parce que j'avais une Rolex et il y avait 3 meufs qui se couraient après dans la boîte. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais habitué à être dans le monde des riches et que j'avais oublié ce que c'était d'être dans le monde des pauvres. Eh les gars, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est pas des conneries. Et encore, je pense que même moi à mon niveau, il y a un monde de, il y a un level de richesse où je connais pas les gens qui sont dans ce monde-là, tu vois. Mais j'ai déjà constaté une différence entre le quotidien que j'avais avant de faire du business, etc. et le monde auquel j'ai accès aujourd'hui. Et ça me fait marrer parce que tu vois, quand je suis à Dubaï, que je suis là avec mes potes, etc., que je suis dans ma routine, bah voilà, mes potes, on a le même niveau de vie à peu près, tu vois, on peut faire un range à plus ou moins 50 000 € par mois près, on gagne tous à peu près les mêmes sommes. On fait les mêmes restos, on va dans les mêmes genres de clubs, on fait les mêmes sorties, enfin, on a les mêmes genres de montres, on a les mêmes genres de voitures, enfin, on a accès à peu près au même standing de vie. Et quand je rentre en France, par exemple, revoir des potes, de la famille, etc., dans ma tête, c'est en mode, ah, je remets un pied dans le monde des pauvres, tu vois, et je te jure que c'est vrai, et c'est choquant à quel point, quand je raconte des fois des anecdotes, trucs que j'ai pu vivre et que j'avais pas l'occasion de pouvoir vivre à l'époque, quand je raconte ça à de la famille ou à des potes que j'avais avant, ils sont vraiment, enfin, ils ont l'impression que je suis dans un monde différent, et je pense que c'est vraiment le cas, tu vois, quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, t'as accès à un autre monde, et je pense encore, comme je le disais juste avant, c'est que je suis personne, tu vois, il y a quand même encore un monde encore bien au-dessus, tu vois, le monde des milliardaires, je pense que c'est un monde que les millionnaires ne connaissent même pas, tu vois, comme le monde des millionnaires et des multimillionnaires, c'est un monde que les gens qui sont pas millionnaires ne peuvent pas forcément connaître et pouvoir accéder. Mais et comme il dit Yomi, en plus c'est vachement pertinent ce qu'il dit, c'est que les deux mondes ne se connaissent même pas, tu vois, parce que bah les personnes qui sont riches, qui ont toujours été riches, elles ne traînent pas avec des personnes qui sont pauvres, et les personnes pauvres ne traînent pas avec des personnes qui sont riches parce qu'elles en ont pas accès, tu vois. Et ça c'est un truc où il n'y a que les nouveaux riches, entre guillemets, les personnes qui partent de rien et qui arrivent à un niveau de richesse assez conséquent, qui peuvent faire le parallèle entre les deux mondes. Et ça, bon, bah, est-ce que c'est malheureux ou pas, j'en sais rien, je pense que c'est juste la vie, c'est normal, quoi. Mais c'est vrai que c'est marrant pour l'anecdote. Après, moi, je vais pas te mentir, et ça, on en parlait tout à l'heure par rapport au sujet des stratégies marketing dans le milieu du luxe, etc. Pour avoir connu un petit peu les deux mondes, entre le monde où t'as pas d'argent et le monde où t'as de l'argent, moi, je me sens vraiment à ma place dans le milieu des pauvres. Je vais pas te mentir, même si voilà, c'est agréable d'être dans le monde des riches, etc. Il vaut mieux être à cette place-là que l'inverse. Je pense que c'est un truc qui est commun à tous les nouveaux riches, entre guillemets, c'est qu'on se sent pas vraiment à notre place dans le milieu des très riches. En tout cas pour moi. Et je pense que c'est là aussi où il y a beaucoup de personnes qui peuvent se perdre. C'est les personnes qui vont renier l'endroit d'où ils venaient avant et qui vont jurer que par le milieu des riches. Ça, ces personnes-là, pour moi, c'est pas des personnes qui ont des valeurs qui sont très poussées. C'est pas des personnes qui sont hyper stables non plus dans leur vie, et c'est très dangereux. Pour moi, c'est hyper important de savoir d'où tu viens et de ne pas non plus renier l'endroit d'où tu viens pour pas te perdre toi en tant que personne. Donc voilà, sur ces belles paroles, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi dans les commentaires s'il y a d'autres personnes auxquelles tu veux que je réacte dans une prochaine vidéo. Et quant à moi, je te dis à la prochaine. Ciao!